Ces images publiées ce dimanche répondent à des fins de propagande, en particulier celles où l'on voit une partie de la population célébrer l'arrivée des concurrents armés de Kalachnikov et lance-roquettes dans une bourgade poussiéreuse non identifiée. Le message pourrait en particulier destiné à renforcer la revendication du chef du groupe, Abubakar Shekau, qui réaffirme avoir créé un califat dans les zones du nord-est du Nigeria conquises par les insurgés. La bande sonore qui mêle musique et voix off exprime notamment le soutien de Boko Haram au califat proclamé sur une partie de la Syrie et de l'Irak par l'organisation de l'État islamique. La vidéo confirme également le démenti opposé le 31 octobre par Abubakar Shekau aux autorités nigérianes qui avaient affirmé avoir conclu un cessez-le-feu avec les islamistes et disaient s'attendre à une prochaine libération de plus de 200 lycéennes enlevées en avril dernier à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le chef du groupe Boko Haram va même jusqu'à menacer de tuer l'homme qui s'était présenté comme le négociateur du groupe avec le gouvernement d'Abuja. Ce démenti survient quelques jours après que des casques bleus eurent été empêchés par l'armée de se rendre dans une localité du Darfour pour enquêter sur ces allégations de viols collectifs. Des viols collectifs ne peuvent être perpétrés par une institution soudanaise, militaire ou autre, a affirmé le porte-parole de l'armée soudanaise, le colonel Al-Sawarbi Khaled Saad, lors d'une conférence de presse. C'est une accusation sans justification et insensée, a-t-il affirmé. Un site d'information soudanais a rapporté le 2 novembre dernier que des soldats étaient rentrés à Tabit fin octobre alors qu'un des leurs avait disparu et y avait violé 200 filles et femmes. Pour le porte-parole de l'armée soudanaise, Tabit est un petit village et l'opération en question a été menée avec 100 soldats. Il a également confirmé qu'un soldat soudanais manquait après s'être rendu à Tabit et que l'armée le recherchait toujours. Concernant les casques bleus de la mission des Nations Unies, Union africaine, qui n'ont pu se rendre ce mardi dans ce village, le colonel Saad a indiqué qu'une visite du genre ne saurait se faire sans une autorisation officielle. Rappelons que le conflit du Darfour a éclaté en 2003 quand des tribus non arabes ont commencé à se rebeller contre le gouvernement de Khartoum, dénonçant leur marginalisation dans le pays. Selon l'ONU, il a fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés en 11 ans. Le président Omar El-Béchir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Lorsque on tue nos populations, loin des caméras, lorsqu'on viole nos femmes, lorsque l'on nous ravit nos biens, vous voulez que nous fassions quoi? Et que ceux qui les font sont soit en intelligence avec le pouvoir en place, soit l'armée gouvernementale elle-même. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous n'avons pas refusé qu'il y a eu des actes malencontreux qui auraient été perpétrés par nos cadres ou que par des citoyens dans notre espace. Nous ne les refusons pas, mais nous disons que la MONUSCO n'est pas en position de faire un jugement net, impartial sur l'M23. D'autant plus que elle a été belligérante. Une grande partie du territoire national est occupée par les forces négatives qui continuent à tuer, qui continuent à violer. Soit, il y a une explication peut-être pas à ça, soit que les forces gouvernementales sont en intelligence avec ces forces-là, c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent, ou alors les forces gouvernementales laissent faire, ou alors les forces gouvernementales sont incapables de neutraliser ces gens-là. Cette demeure a coûté 20 millions de dollars à l'État sud-africain et elle pourrait coûter cher au parti du président Jacob Zuma lors des élections cette année. Les travaux pour rénover la résidence privée du chef de l'État, Anne Kandla, dans l'est du pays, ont été réalisés avec l'argent des contribuables, dont la barrière de sécurité, un héliport et des maisons pour ses 4 femmes et autres nombreux membres de sa famille. De quoi exaspérer des voisins comme Bekekile Ndlovu, qui peut contempler les pavillons depuis sa hutte. C'est décevant, mais nous gardons espoir que notre retour viendra. C'est ce qu'on espère.
Peut-être qu'un jour, ils nous construiront des maisons aussi. Ils voient bien qu'on souffre. Le scandale de Nkandla a fait le tour de l'Afrique du Sud et attiré l'attention sur les inégalités énormes qui subsistent. Un tiers de la population vit avec moins de $2 par jour. Cela donne aussi des munitions à l'opposition. Julius Malema, l'un des principaux adversaires de Zuma, a ainsi donné cette maison dans le même village à une mère de 2 enfants, lors d'une opération politique pour montrer l'extravagance du président. J'ai vécu dans une hutte en terre toute ma vie. Je n'ai jamais rêvé de vivre dans une maison comme celle-ci et de m'asseoir dans un canapé. De toute ma vie, je n'en ai jamais rêvé. Le coup de pub de Malema a rapporté de nouveaux adhérents à son parti, les combattants pour la liberté économique, dont de nombreux voisins de Zuma. Et dans tout le pays, beaucoup d'électeurs se sont retournés contre le président et son parti, l'ANC. Cette maison à Nkandla, les 208 millions de rand dépensés là-bas, ça symbolise tout ce qui déplaît aux gens chez le gouvernement actuel. À mon avis, en ce moment, l'ANC est très mal à l'aise. Le président en exercice de l'Union africaine est arrivé ce lundi à Ouagadougou pour rencontrer les protagonistes de la crise burkinabé, des protagonistes qui négocient toujours le processus de restitution aux civils du pouvoir détenu par l'armée depuis la chute du président Compaoré. La visite de Mohamed Ould Abdelaziz, chef de l'État mauritanien et président en exercice de l'organisation panafricaine, intervient alors que le processus de restitution du pouvoir à des autorités civiles exigé par la communauté internationale et promise par l'armée a franchi une nouvelle étape. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina, ils sont venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'organisation régionale dont fait partie le Burkina Faso, a appelé la communauté internationale à ne pas sanctionner Ouagadougou compte tenu des efforts en cours. À Ouagadougou, le président Ould Abdelaziz devait également s'entretenir avec l'opposition, la société civile et le camp de l'ancien président Blaise Compaoré, ainsi qu'avec les représentants de la médiation ONU-UA-CEDEAO qui assure une médiation dans la crise. Rappelons que l'opposition et la société civile devraient transmettre ce lundi leur charte de la transition, constitution intérimaire adoptée dimanche soir, après de laborieuses discussions et régissant la structure et le fonctionnement des futures autorités de la transition. Le camp de Kalma, si au milieu de paysages quasi désertiques, abrite 163 000 hommes, femmes et enfants. Beaucoup sont arrivés dès 2003, lorsque des tribus non arabes ont commencé à se rebeller contre le gouvernement de Khartoum, dénonçant leur marginalisation dans le pays. Ce camp s'est transformé aujourd'hui en une prison virtuelle pour ces réfugiés qui ne peuvent plus en sortir à cause des groupes armés qui sévissent à l'extérieur. Les habitants du Darfour affirment d'ailleurs qu'il y a trop peu de casques bleus de la mission conjointe Union africaine-ONU au Darfour pour les protéger. La MINUAD, qui est chargée de protéger les civils et d'assurer un accès sécurisé et sans entrave à l'aide humanitaire, compte quelques 16 000 policiers et soldats pour un territoire immense de près de 500 000 km². Selon l'ONU, le conflit au Darfour a fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés en 11 années. Toute la classe politique zambienne ainsi que le corps diplomatique et le père de l'indépendance zambienne Kenneth Kaunda ont assisté à l'office écuménique organisé à l'Assemblée nationale zambienne en mémoire du président Michael Sata décédé le 28 octobre à 77 ans. Élu en septembre 2011, ce fervent catholique est le deuxième président en exercice à mourir de maladie après Lévi Mwanawasa, mort en France en 2008. En attendant l'élection de son successeur d'ici fin janvier, le vice-président Guy Scott assure l'intérim.
Michael Sata doit être enterré ce mardi au cimetière d'Embassy Park à Lusaka, en face du siège du gouvernement, dans une tombe réservée au chef d'État zambien. Les enfants doivent vivre leur vie d'enfant, les adultes doivent travailler. Nous allons soutenir la gendarmerie, la police centrafricaine, explique à la presse le commissaire de police de la MINUSCA, Louis Carrillo. Tout le monde peut avoir une vie normale. Les enfants ont le droit d'être enfants, les adultes d'avoir une vie de travail, une vie de famille, et j'espère vraiment qu'ensemble on est capable d'aider la République centrafricaine à être un pays chaque jour plus sûr. Pour ce faire, la police de l'ONU a commencé à patrouiller lourdement armée dans les 3e et 5e arrondissements de la capitale, théâtre de la dernière flambée de violence en octobre, où se trouve le quartier du PK5, poumon commercial de la ville. La MINUSCA, aidée par les forces françaises Sangari et européennes Eurofor, a finalement rétabli l'ordre, mais la criminalité persiste. Le PK5, dont presque tous les commerçants sont musulmans, a été assiégé pendant des mois par des miliciens anti-Balaka à majorité chrétienne, hostiles à la minorité musulmane et des bandes de pillards. Les musulmans ne circulent pas. Jusque-là, tous les musulmans sont cantonnés. Craignant de nouveaux affrontements, les transports en commun refusent de se rendre dans le quartier du PK5 depuis octobre, compliquant encore la vie quotidienne de la population. L'explosion provoquée par un kamikaze faisant 47 morts et 79 blessés parmi les élèves s'est produite dans un lycée public de garçons de Potiskum, capitale économique de l'État de Yobe, l'un des 3 États placés sous loi martiale depuis 1 an et demi pour faire face à l'insurrection sanglante menée par le groupe islamiste Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts en 5 années. En tant qu'être humain, je suis triste. C'est un acte contre l'humanité. L'action de ces gens n'a aucun rapport avec la religion. Nous demandons à ceux qui sont responsables de cet acte inhumain, au nom de leurs croyances, nous leur demandons de respecter l'humanité. Scandalisé par la fréquence et la brutalité des attaques contre des établissements scolaires dans le nord du pays, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a réclamé que des mesures de sécurité soient prises pour protéger les civils. En attendant ces mesures, le gouverneur de l'État de Yobe a annoncé la fermeture immédiate de toutes les écoles publiques de Potiskum jusqu'à nouvel ordre.